La colère d'un prêtre face à l'accueil réservé aux migrants par l'Europe et en particulier par la France. Monseigneur Benoît de Sinetti est l'invité du Grand Angle. Bonjour Benoît de Sinetti. Bonjour. Alors vous êtes vicaire général de l'archidiocèse de Paris, un des adjoints de l'archevêque Michel Lopetit. Vous avez été curé dans le 18e et puis à Saint-Germain-des-Prés. Pour la petite histoire, c'est vous qui aviez célébré les funérailles de Johnny Hallyday. C'était en décembre dernier à la Madeleine. Alors aujourd'hui, en pleine crise des migrants, on a appris d'ailleurs cette semaine que plus de 1000 migrants se sont noyés en Méditerranée centrale depuis le début 2018. Vous publiez chez Flammarion « Il faut que des voix s'élèvent ». Vous trouvez, Benoît de Sinetti, qu'au sujet des migrants, avec ce drame des migrants, on entend trop les discours populistes, les discours de rejet et pas assez des discours comme le vôtre, le discours de l'Église? Vous savez, je pense que le pauvre permet aux riches de voir se révéler sa propre misère. Et le migrant renvoie à notre société à ses propres misères, ses propres inquiétudes, ses propres peurs. Alors oui, aujourd'hui, on entend surtout des discours faciles, un peu stéréotypés, des slogans, des formules toutes faites. Il manque la place pour une vraie réflexion de fond sur la société dans laquelle nous sommes et celle que nous voulons construire aussi. Alors une des voix qui s'élève régulièrement ces derniers temps, c'est celle du pape François. Je propose d'ailleurs d'écouter le pape qui s'est exprimé à nouveau cette semaine sur cet accueil des migrants en Europe. C'était jeudi dans l'avion qui ramenait le pape à Rome après son voyage en Suisse. On l'écoute. De nombreux gouvernements européens réfléchissent à un plan d'urgence à destination des pays africains pour créer de l'emploi et développer l'éducation. Cela concerne les pays dont les migrants sont originaires. Parce que, sans vouloir offenser quiconque, il existe un inconscient collectif qui consiste à dire que l'Afrique doit être exploitée, uniquement exploitée. Africa va sfruttata. Il reste cet inconscient qui considère que l'Afrique est toujours une terre d'esclaves. Sono africani. Sempre terra di schiavi. Cela doit changer grâce à des plans d'investissement, d'éducation et de développement de la croissance. Réaction, il faut en même temps accueillir les migrants et puis aussi développer les pays d'origine. C'est fondamental. Une petite anecdote, un rappel historique. Le 9 mai 1950, Schuman, un des pères fondateurs de l'Europe, expliquait qu'une des raisons, un des objectifs de la communauté charbon-acier entre la France et l'Allemagne, le fameux CECA, était certes de pouvoir empêcher les guerres entre les deux pays, mais surtout de pouvoir produire des bénéfices qui allaient servir au développement de l'Afrique en 1950. Ouais. 68 ans plus tard. Ouais. Alors, le pape dit accueillir, accompagner, intégrer, loger, ce sont les priorités. Vous en développez 21, il propose 21 mesures dans votre livre. Mais il dit aussi, le pape, il a rajouté ces derniers jours, avec prudence. Il dit un pays ne peut pas accueillir plus qu'il ne peut. Est-ce que le pape a raison de parler de prudence? Bien sûr, la prudence, c'est la vertu cardinale du gouvernement, de la bonne gouvernance. Mais la prudence n'est pas la peur, ni le repli sur soi. Ouais. La prudence ne peut pas se séparer de la justice. Ouais. Alors quand on voit par exemple comment l'Europe a réagi à l'affaire de l'Aquarius, quand je dis l'Europe, d'abord l'Italie qui a fermé ses ports, Malte qui a fermé ses ports, même la France qui a refusé dans un premier temps de les accueillir, que devraient faire l'Europe et la France? Commençons par l'Europe. Quelle devrait être la politique européenne en matière d'accueil des migrants? Vous savez, moi je ne suis pas un politicien, ouais. Je ne suis pas un homme politique ni un économiste. Il me semble qu'il y a une nécessité urgente à ce que les pays de l'Union européenne puissent travailler ensemble avec les pays d'Afrique, et pas de manière distincte, avec les pays d'Afrique, et non seulement entre gouvernants, mais aussi que le monde associatif, que le monde religieux puisse rentrer dans une réflexion de fond sur comment renouveler, comment repenser, non pas simplement une politique d'assistanat. Il ne s'agit pas de déverser de l'argent sur l'Afrique, comme on le fait en France sur les cités de banlieue en espérant que ça aille mieux. C'est pas ça la réalité. C'est comment une vraie coopération économique, certes, mais aussi intellectuelle, culturelle,
humaine peut se mettre enfin en place sans entretenir ni les élites locales, les potentats locaux, etc., ni se constituer en une distribution d'argent comme ça, gratuite et sans but particulier. Alors sans être ni politique ni économiste, comment vous jugez la façon dont la France gère cette question ? Mais moi je pense qu'il y a en tout cas beaucoup à faire. Ouais. Et que pour l'instant, la gestion, on sent qu'il y a une forme de prudence qui est certes nécessaire, mais qui doit déboucher sur des prises de décision bien concrètes et pas simplement sur des prises de décision qui sont liées à l'ordre public. On n'est pas dans une question de règlement policier. Voilà. Ce que les vagues migratoires nous disent, c'est certes une urgence sur la gestion de l'accueil et la manière de traiter les gens qui viennent, mais c'est aussi sur un examen de conscience pour regarder ensemble les raisons pour lesquelles ces gens viennent. Et nous sommes dans un monde quand même où 80% des ressources est consommée par 20% des habitants. Et nous sommes, nous, dans ces 20%. Bien sûr qu'en France et en Europe, beaucoup de gens souffrent. Bien sûr qu'il y a beaucoup de difficultés et d'inquiétudes à tout niveau, économique, affectif, politique, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation de grande fragilité. Il ne s'agit pas de les accabler, mais collectivement, de prendre conscience que le monde tel qu'il fonctionne ne peut pas durer comme cela. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que les peuples, que les États, que les responsables politiques, économiques, religieux puissent réfléchir ensemble, sans partir de discours anxiogènes ou en colportant des inquiétudes plus ou moins fondées et plus ou moins réelles. Alors, à propos de, comment dirais-je, de mots prononcés par un responsable politique, comme le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb. Alors je ne sais pas si c'est anxiogène, mais enfin je voudrais vous faire réagir à cette déclaration qu'il a faite devant une commission du Sénat français. C'était le 30 mai dernier. On écoute Gérard Collomb. Le Sénat aime beaucoup, pour pouvoir trouver ses propres repères, regarder les différentes législations pour voir un peu comment l'on se situe par rapport aux autres pays européens. Puis-je vous dire, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas que le Sénat qui fait du benchmarking, mais que les migrants aussi font un peu de benchmarking pour regarder les législations à travers l'Europe, qui sont, on va dire, les plus fragiles. Et voyez par exemple que telle nationalité, que là encore je ne citerai pas, elle se dirige plutôt sur tel pays, non pas parce qu'elle est plus francophile, mais tout simplement parce qu'elle juge que là, c'est plus facile. Les migrants compareraient les pays pour choisir les plus faciles, les plus accueillants ? Écoutez, moi, je n'ai pas à commenter les propos du ministre de l'Intérieur. Simplement, ce que je constate sur le terrain, en allant rencontrer les migrants, c'est que la plupart d'entre eux, pour ne pas dire l'immense majorité, quand ils arrivent en France, ignorent complètement à quelle porte frapper, à quelle sonnette sonner. Je rappelle quand même que quand on a évacué le campement sauvage du canal de la Villette il n'y a pas très longtemps, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient là depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, et qui étaient pourtant en situation d'être régularisés. C'est donc dire qu'ils n'avaient pas toutes les informations à leur portée pour s'éviter de dormir dehors pendant quelques mois. Alors, un autre pays européen qui a réagi assez différemment à la question des migrants, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui a accueilli plus d'1 million de migrants depuis 2015. Angela Merkel, on sait que sa majorité est fragile. Vous diriez qu'elle doit tenir bon au risque de faire tomber son gouvernement ? Là encore, je pense, si vous voulez, que Angela Merkel fait partie de ces dirigeants européens qui ont certainement réagi à la question migratoire avec à la fois un pragmatisme par rapport à leur propre pays, voilà, mais aussi avec ce sentiment que la vie d'un homme et la vie d'un homme ou d'une femme est infiniment précieuse et qu'on ne traite pas les gens comme des marchandises ou comme des groupes qu'on brinque-balle d'un lieu à un autre, et que nous avons un devoir, nous, en tant que peuple européen, porteur d'une culture, d'une certaine idée de la civilisation et de l'homme, d'être témoin de cela devant les autres peuples. Ouais. Après, moi, sur des questions de vie politique à l'intérieur de l'Allemagne, je vous avoue ma totale incompétence. Ben vous avez répondu. Et j'imagine aussi que le vicaire que vous êtes pense que le chrétien
chrétien a une responsabilité particulière en la matière? Le chrétien, il a d'abord une première responsabilité, c'est celle de ne pas véhiculer de discours anxiogènes. Comme souvent par les réseaux sociaux, par des communiqués, des petites phrases, cela est le cas dans notre société. Le chrétien, il a comme vocation d'être au cœur de ce monde comme un témoin de l'amour de Dieu pour les autres. Ça ne veut pas dire un naïf, ça ne veut pas dire niais, ça veut dire une responsabilité. Voilà. Alors, vous diriez, Benoît de Sinetti, que cette question des migrants, elle est au cœur de la crise de notre démocratie européenne et occidentale? La question des migrants, je pense vraiment qu'elle est le problème avec la question écologique, à laquelle elle est très liée, le problème auquel les générations qui viennent vont être confrontées pendant des dizaines d'années. C'est pour ça qu'il faut qu'aujourd'hui, nous puissions bâtir des choses sérieuses sur lesquelles d'autres pourront construire, et non pas par des mesures d'urgence et nous en tenant uniquement à l'urgence et à la sécurité, eh bien, mettre d'une certaine manière en péril le travail des générations futures. Oui. Et puis je m'adresse encore aux chrétiens que vous êtes, le rejet des migrants rime souvent avec rejet de l'islam. Est-ce que vous pensez que l'identité chrétienne de l'Europe, comme certains disent, serait menacée aujourd'hui, notamment par ces migrants? Vous parlez de la chancelière Merkel. Elle a dit, au moment où elle a accueilli son fameux million de migrants il y a quelques années, à des étudiants à Berne, qui l'interrogeaient sur cette question-là. Elle leur a dit, mais au contraire, c'est une chance pour nos hôtes, donc ces migrants qui arrivent, de découvrir la force et la richesse d'une civilisation basée sur l'Évangile et la foi chrétienne. Un dernier mot, il faut saluer aussi le travail, vous en parlez dans le livre, des associations, des citoyens qui s'engagent tous les jours aux côtés des migrants. Qui sont nombreux. Et qui sont souvent les plus modestes. Parce que ces migrants qui arrivent dans nos villes, on les parque souvent dans les quartiers les plus pauvres, les plus difficiles. Et ce sont les riverains qui, en plus d'une vie déjà difficile, portent cette souffrance supplémentaire, et ils le font. On connaît Lampedusa, on voit ce petit rocher avec quelques pêcheurs qui pendant des années a accueilli cette vague migratoire considérable. C'est pareil dans les quartiers de Paris et des grandes villes de France. Merci beaucoup Benoît de Sinetti pour ce témoignage et qu'on peut revoir développé dans votre livre. Donc il faut que des voix s'élèvent. La vôtre, j'espère, sera entendue. C'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.